Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre série sur la communication série. On va faire le I2C. Le plan de la présentation, on va commencer par voir les utilisations communes du I2C. Je vais vous faire la présentation des bases concernant le I2C. On va parler des avantages et des avantages. On va voir comment fonctionne le I2C du ATmega 32U4, qui s'appelle un TWI pour Atmel. On va ensuite discuter de l'extension des entrées-sorties avec le PCF 8574AN qui fonctionne en I2C, naturellement, donc on appelle un I/O Expander. Et puis finalement, on va faire une démonstration. Donc on va utiliser le PCF 8574, notre I/O Expander, avec le ATmega 32U4. Ce qu'on va faire, c'est que via la communication I2C, on va réussir à contrôler 4 LED et lire 2 boutons. Pour se faire une idée de l'utilisation du I2C, j'ai fait comme pour le SPI. J'ai fait une recherche sur DigiKey. J'ai obtenu 103 000 résultats et un peu comme SPI, la catégorie principale qui ressort, c'est le microcontrôleur qui, naturellement, souvent vont avoir ce genre de module de communication-là intégré. La deuxième catégorie qui ressort, c'est des microprocesseurs embarqués, donc encore dans la même catégorie si on veut. Bon, ensuite, on a de la mémoire. Pour la mémoire, il faut savoir que ce n'est pas de la mémoire flash habituellement qui va être par I2C, c'est plutôt de la mémoire de type EEPROM qui est communément utilisée à l'extérieur de cette façon-là. Il faut savoir que les EEPROM, ce n'est pas une mémoire avec laquelle on va communiquer beaucoup, très souvent, très fréquemment. Puis comme on avait déjà dit, le I2C, c'est quelque chose de relativement lent. Ensuite, on a le I/O Expander, justement ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est une catégorie quand même utilisée. Puis, c'est drôle quand même parce qu'on a les modules LCD, LED. Puis, dans une autre vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre I/O Expander pour contrôler le LCD. Il va nous permettre de récupérer 6 broches sur notre microcontrôleur. Bon, naturellement, on va en sacrifier 2 pour la communication I2C. Donc, au total, on en récupère 4 pour cette modification-là. J'ai fait la même recherche sur Master pour se faire une idée. De leur côté, ils ont 22 000 résultats, mais eux, ce que j'aimais, par exemple, c'est qu'ils permettent de classer par ordre de grandeur les résultats. Donc, ici, c'est intéressant parce que la première catégorie qui sort, c'est des générateurs d'horloge externes. Ensuite, il y a des convertisseurs digital à analogue, donc il y a des DAC. Bon, pour la catégorie de la mémoire, eux, ils l'ont vraiment appelé EEPROM. Puis comme je l'avais dit, c'est principalement celle qu'on retrouverait aussi si on va sur DigiKey. D'ailleurs, mes résultats sont encore ici. Si on clique sur mémoire, on ne va pas parcourir les résultats au complet, mais la majorité serait des EEPROM, comme vous pouvez voir. Bon, ça nous donne une bonne idée. Le I2C, c'est commun, c'est très répandu. Il y a aussi certains types de capteurs qui fonctionnent bien avec le I2C. Les capteurs de température, c'est commun d'utiliser ça par la communication I2C. Donc, je dirais que personnellement, par expérience, que j'ai utilisé le plus avec le I2C, les I/O Expander pour des systèmes relativement lents, comme la lecture de boutons ou du contrôle d'écran, de la mémoire externe et des capteurs de température. Bon, le I2C, d'où ça vient ça, le I2C? Le I2C, c'est pour Interrogated Circuit. Donc, ça dit ce que c'est. En réalité, c'est que c'est un protocole, un module de communication qui a été créé pour communiquer entre différents circuits intégrés. Ça a été développé par Philips dans les années 80. Il y a d'autres entreprises qui utilisent le I2C, mais il y en a d'autres qui utilisent un nom différent parce que faut payer des royautés quand on utilise le terme I2C à Philips. Donc, pour éviter ça, contourner cette problématique-là financière, certaines compagnies appellent leur module de communication pareil à I2C avec un autre nom. Donc, c'est le cas de Atmel qui appelle ça le Two-Wire Interface. Mais c'est exactement les mêmes spécifications, le même fonctionnement que le I2C. Bon, les vitesses possibles qu'on va retrouver avec le I2C, standard fast puis fast plus, ça c'était les trois qu'on voyait au départ, qui étaient respectivement de 100 kilobits par seconde, 400 kilobits par seconde, puis 1 mégabit par seconde.
Ensuite est apparu le high speed avec 3.4 mégabits par seconde, puis aujourd'hui on retrouve même du ultra fast qui est 5 mégabits par seconde, mais lui il est seulement unidirectionnel. Dans tous les cas, quand on a un bus I2C, on va voir c'est multipoint, donc on peut avoir plusieurs modules de connectés. C'est le module le plus lent qui va en réalité dicter à quelle vitesse on doit communiquer. Un peu comme pour le SPI, le I2C fonctionne sous le concept de maître et esclave. Donc, ici, on a le maître et l'esclave. La différence, c'est que, on peut le voir tout de suite, il y a beaucoup moins déjà de connexions qu'on avait avec le SPI. Le SPI, on en avait 4, mais là, on tombe à seulement que 2. On a encore une horloge qui est contrôlée par le maître vers l'esclave, et on a aussi les données, mais cette fois-ci, les flèches vont dans les deux directions parce que c'est bidirectionnel. SDA, c'est pour Serial Data, qui est un lien bidirectionnel, donc il va dans les deux sens. Puis le SCL, c'est pour Serial Clock, qui est notre lien d'horloge. Lorsqu'on ajoute un module, il n'y a pas de signaux supplémentaires qui s'ajoutent avec le I2C. Donc, on se rappelle, avec le SPI, on ajoutait Slave Select, donc on avait un Slave Select par module. Le I2C, ce n'est pas le cas, donc on fait juste connecter notre module sur les deux signaux et c'est fait. Bon, pour être capable de les distinguer, parce que dans le cas du SPI, on avait une broche pour chacun pour dire c'est à toi je parle, c'est à toi je parle. Ben là, ici, on va avoir des adresses. Les adresses, ben, normalement, on peut les configurer sur les modules. Il y a certains modules qu'on pourrait retrouver avec des adresses fixes. De façon générale, on va avoir 7 bits d'adresse, 4 qui vont être représentatifs de la catégorie ou du vendeur, et 3 qui sont configurables, comme ici, dépendamment comment on va les relier. Donc ici, les 3 bits les moins significatifs de l'adresse seraient à 0. Ici, le bit A0, ben, le bit le moins significatif serait à 1, les autres seraient à 0. Donc, pour les 4 autres bits, ben, c'est dans la feuille de spécification qu'on va retrouver cette information-là. Ça va permettre, grâce aux données qui sont échangées, il va y avoir de l'adressage à l'intérieur du protocole qui va dire, ben moi, c'est à 000 que je veux parler et non à 100. Ça permet de distinguer à qui l'information s'adresse. Bon, étant donné que tout le monde doit communiquer via les mêmes broches de communication, donc les mêmes signaux, et reconnaître son adresse, ben c'est ça qui fait en sorte qu'on est obligé de mettre le bus de communication à la vitesse du module le plus lent. Il faut qu'il soit capable de savoir que c'est à lui que le message s'adresse. Donc, il faut qu'il soit capable de savoir, même quand ce n'est pas vers lui, il faut qu'il soit capable de comprendre le message qui transite sur le bus de communication. Donc, ce qui veut dire que si on met, par exemple, un EEPROM qui communique à 100 kilobits par seconde, puis qu'on mélange ça avec un module hyper rapide qui, lui, communique à 3.4 mégabits par seconde, en bout de ligne, on va communiquer à 100 kilobits par seconde pareil. Pour être capable d'interconnecter tous les modules ensemble sur les mêmes deux broches, l'approche qui a été choisie, c'est l'utilisation de collecteurs ouverts. Donc, chacun des modules peut imposer un 0, puis les 1 sont assurés par des résistances pull-up qui sont inclus sur le bus manuellement. Donc, on doit ajouter ces résistances-là. Donc, pour communiquer des 1 et des 0, ici, on a deux modules qui sont illustrés. On a les transistors en collecteur ouvert. Donc, on voit ici, on peut imposer un 0 sur le bus en activant notre transistor. Sinon, ben, la valeur sur le bus de communication va devenir 1 à condition naturellement que les autres modules aussi n'ont pas activé leur transistor. Donc, ici, ça permet de, par exemple, si un transistor veut ralentir l'horloge, on va voir c'est exactement ce qu'ils font les modules plus lents. Ils ralentissent l'horloge en tenant le niveau bas plus longtemps, le temps de traiter les données ou de les installer sur le bus de données. Et c'est la même approche autant pour l'horloge que pour les données. Donc, c'est la même configuration, transistor en collecteur ouvert. Lorsqu'il est relâché, ben, il va prendre la valeur de l'alimentation via la résistance pull-up. Les résistances pull-up, ben, on va pouvoir calculer leur valeur et les installer manuellement. Normalement, les modules ne vont pas inclure les résistances pull-up, justement parce que sinon, éventuellement, on se ramassera avec trop de résistances pull-up en parallèle. Lors d'une transmission, le module force les 0 et laisse les 1 aux résistances. Au niveau des technologies, on va retrouver autant TTL que CMOS. Ce n'est pas un problème pour les niveaux. Ils imposent leurs 0, c'est correct. Les 1 sont imposés par la tension VDD.
On n'oublie pas les résistances, super important. C'est une des erreurs qu'on retrouve. Les gens oublient dans leur montage de mettre les résistances. Au niveau de la distance maximale que spécifie I2C, ben, en fait, il ne donne pas la distance maximale. Il ne donne pas non plus le nombre maximum de modules qu'il peut gérer. Bon, il y a un maximum au niveau des adresses possibles, mais en réalité, c'est plus la charge capacitive qu'on va retrouver sur le bus qui va limiter le nombre de modules. I2C va spécifier que les modules doivent être capables de commuter une charge de 400 picofarad dans un certain temps. OK? Donc, première chose qui nous intéresse, c'est la charge de 400 picofarad qu'on ne devra pas dépasser. Donc, c'est la charge maximum qu'on doit retrouver sur le bus de communication. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter justement les charges qu'on va retrouver sur le bus de communication, ben, d'abord, la première charge qu'on va retrouver, ben, c'est les modules eux-mêmes. Une entrée ou une sortie qui serait unidirectionnelle, ben, c'est 7 puis 8 picofarad respectivement en moyenne. Donc, c'est approximatif, c'est ce qu'on retrouve en moyenne. Au niveau de la direction bidirectionnelle, ben, c'est ce qu'on va retrouver sur les modules I2C en général. Donc, on va l'estimer à 10 picofarad. Si on veut aussi considérer les traces, par exemple, si on avait un PCB dont les traces sont suffisamment grandes pour peut-être avoir un impact, puis on veut savoir quel impact il y a, ben, une trace d'un PCB, en général, on peut l'estimer à 2 picofarads par centimètre. Donc, ça varie selon la largeur, le type de diélectrique. C'est vraiment une charge approximative. Au niveau du fil, ben, c'est un petit peu moins capacitif parce que c'est plus inductif. Donc, le fil, lui, on l'estime à 1 picofarad par centimètre. Par exemple, si on veut faire un calcul de charge, si on a un microcontrôleur qui veut relier 16 mémoires externes et un écran LCD. L'écran LCD utilise un fil de 20 cm, puis la distance totale des traces du PCB pour les connexions, c'est de 35 cm. Là, on dit, est-ce que le circuit peut utiliser correctement le I2C? La seule façon de le savoir, c'est de le calculer. Donc là, je vous laisse essayer de le calculer, puis après ça, je vais le faire avec vous, je vais le solutionner avec vous. Je vous laisse le temps de mettre ça à pause, puis ensuite, on corrige ensemble. Faites-le, là, mettez sur pause. Bon, si on fait le calcul ensemble, j'ai un microcontrôleur, 16 mémoires, puis un écran LCD, ce qui fait que j'ai 18 modules. Donc, 18 modules multipliés par une charge bidirectionnelle de 10 picofarads. Ensuite, la distance au niveau du fil. Donc, le fil, on a dit que c'était 1 picofarad par centimètre et là, on a 20 cm. C'est 20 cm multiplié par 1 picofarad par centimètre, donc 1 picofarad. Et pour les traces, j'ai 35 cm multiplié par 2 picofarads par centimètre, ce qui va nous donner au total 180 picofarads pour les modules, 20 picofarads pour les fils et finalement 70 picofarads pour les traces, qui va nous donner un 270 picofarads au total. Donc oui, dans ce cas-ci, on est correct, on est en deçà du 400 picofarads. En I2C, les données présentes sur le signal SDA doivent être stables durant la période haute du signal SCL. Si on regarde le signal SCL, le clock, durant le temps où le signal est haut, les données ne doivent pas changer. Les données changent sur le niveau bas du SCL. Donc, ils sont validés sur le niveau haut, en fait, du SCL. Si on modifie SDA durant le niveau haut du SCL, c'est considéré comme une erreur. Et on va voir, par exemple, c'est qu'ils vont utiliser cette situation particulière-là pour créer la situation d'arrêt et la situation de départ de la communication. Donc, justement, la condition de départ, ça va être remplie lorsqu'on va avoir un maître qui décide d'abaisser le signal SDA alors que notre signal SCL est encore haut. Ici, on a une illustration. Donc, notre SCL il est haut. Puis pendant qu'il est haut, on a SDA qui change d'état. Donc, ça représente notre condition de départ. Dans les chronogrammes, cette condition est indiquée par la lettre S pour Start. La condition d'arrêt, ben, c'est la situation inverse.
Donc, la condition d'arrêt est remplie lorsque le maître qui contrôle la communication modifie le signal SDA alors que le signal SCL est encore haut. Donc, encore là, on crée une deuxième erreur. Puis là, ben, dans ce cas-ci, ça va être considéré comme la condition d'arrêt. Pour les chronogrammes, on va mettre un P pour illustrer le stop. Après avoir reçu la condition de départ, le maître va envoyer l'adresse du périphérique avec lequel il veut parler. On se rappelle, on n'a pas le choix d'utiliser l'adressage pour dire à qui je m'adresse. Les premiers bits qu'on va retrouver, c'est l'adresse de l'esclave qui est visée. Donc, si on a le start, tout de suite après, on a l'adresse de l'esclave. C'est 7 bits, donc on a un maximum de 128 adresses possibles. Mais bon, on va voir, il y a des adresses qui sont réservées, donc on a un petit peu moins de possibilités que ça. De toute façon, on a vu rapidement, tantôt on avait 18 modules seulement, puis on était déjà à la moitié de la capacité qu'on est capable d'avoir. Donc on peut s'imaginer facilement là, que 40 modules, ça serait certainement le maximum parce que la plupart des modules sont bidirectionnels. Donc, fois 10 picofarad, 40, c'est sûr que c'est notre limite haute. Donc, de façon physique, on ne sera pas capable de toute façon d'adresser autant de modules. Donc, si on regarde dans la figure ici, le maître qui prend possession du bus I2C interpelle le périphérique à l'adresse 0x51. Donc, si on regarde la combinaison binaire qu'on obtient, ici, c'est le bit le plus bas. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Donc, 5, 1. 51, un hexadécimal. Ici, la numérotation est un petit peu agaçante. C'était juste pour illustrer les numéros des bits parce qu'on va voir que le 8e, c'est est-ce qu'on va faire une opération de lecture-écriture, puis le 9e, c'est un bit d'acquittement. Mais ici, c'est quand même le bit le plus fort qui se retrouve ici, donc notre bit 7, si on veut, au niveau de l'adresse. Parce que nous, on fonctionne tout le temps, d'habitude, le bit le moins fort, c'est notre bit 0, puis bit 7, ça serait ici là, pour les puissances de 2 correspondantes. Comme on disait, le 8e bit de l'octet va informer le périphérique visé du mode de communication. Donc, ce bit est identifié par les lettres R et W pour read et write. Quand on met une petite barre au-dessus du W, je vous rappelle, ça veut dire que pour faire une écriture, il faut mettre un 0. Donc, quand on fait un write, c'est 0. Quand on fait un read, c'est un 1. Ici, ça serait une écriture qui est demandée au module 0x51. Le 9e bit, c'est le bit d'acquittement qui est transmis par le périphérique visé. Donc, après avoir envoyé ces informations-là, puis ici, je vous ai mis en grisé les informations qui étaient envoyées par le maître et en blanc, ce qui est contrôlé par l'esclave. Donc là, on a le start, l'adresse qui est envoyée, la commande read-write, et à ça doit répondre le module. Si le module est présent et qu'il a compris, il va abaisser le bit pour dire oui, c'est beau, je suis là. Donc, après avoir confirmé le read-write, le master relâche le bus, donc il ne va plus utiliser le bus, puis il va laisser l'autre module imposer son 0 s'il est présent. Donc, s'il n'y a pas de module, personne n'impose rien, donc ça va devenir un 1. Si aucun périphérique ne répond, le maître va produire la condition d'arrêt. S'il détecte que personne a fait l'acquittement, ben, il va faire une condition d'arrêt. Sinon, ben, il va continuer avec les données. Ce bit est identifié dans les chronogrammes par la lettre A pour Acknowledge. Au niveau des données, donc ici, encore une fois, on était en écriture, c'est pour ça que mes données sont grisées. L'Acknowledge, il est en blanc parce que c'est mon module qui me confirme la réception des données. Donc, les données sont transmises par octet, un octet à la fois, donc c'est 8 bits chaque fois. Chaque octet est suivi d'un bit d'acquittement transmis par le receveur. Donc, après avoir transmis 8 bits, ben, le receveur, que ce soit le master ou le slave, va envoyer un acquittement. Dans ce cas-ci, c'est le slave qui reçoit en ce moment les données parce qu'on est en train d'écrire. Et lui va dire, OK, c'est beau, j'ai reçu les données. Le premier bit, c'est encore le bit le plus fort. Le 8e, c'est le bit le plus faible. Dans la figure, la donnée est transmise. Donc, si on regarde la donnée transmise ici, on a 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, donc 0x28 qui est transmis et on a l'acquittement qui est reçu. Donc, quand je vous disais, c'est le module le plus lent qui va ralentir le bus. Ici, c'est un petit peu, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Donc, en fait, lorsque l'horloge va être abaissée au départ, mais les modules vont aussi maintenir l'horloge basse de leur côté et la relâcher seulement quand ils sont prêts.
Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, si on a configuré notre master pour qu'il communique, imaginons, à 400 kilobits par seconde, la période de l'horloge devrait être de 2,5 microsecondes, alors que pour une communication à 100 kilobits par seconde, imaginons que le module le plus lent est à 100 kilobits par seconde, il doit avoir un signal d'horloge avec une période de 10 microsecondes. Par exemple, notre master, lui, va relâcher 1,25 microsecondes après avoir commencé à tenir le ground sur le signal. Il va relâcher. Mais le module le plus lent, lui, continue à le maintenir jusqu'à temps qu'il arrive à son 5 microsecondes. Quand il entend que lui, ça ne respecte pas ses conditions, il ne relâche pas. C'est ce qui va faire en sorte que finalement notre horloge va se retrouver avec parfois la partie basse pas égale à la partie haute, donc il ne va être pas tout à fait symétrique au niveau du temps bas du niveau haut. Ça, c'est pour permettre au module plus lent de suivre la communication. Ici, on a une illustration. Donc, on a le signal d'horloge qui est effectif, donc ça, c'est le vrai signal, et ça, c'est les signaux qui sont imposés vus par les modules. Donc, on a le premier module ici qui contrôle l'horloge, il la descend. Bon, le module 2, lui, ça y prend un petit peu de temps pour comprendre que pour détecter la baisse de l'horloge, puis son niveau logique à l'interne prend un petit temps à se propager. Donc, lui, il détecte que c'est le niveau bas, il commence ici. Bon, après un certain temps, notre module 1, qui est plus rapide, lui, il relâche. Donc, c'est lui le master, il relâche le ground. Mais si on regarde au niveau du signal réel, il n'est pas relâché parce que le clock, parce que le module 2, lui, il n'a pas fini sa période basse. Donc, il continue de maintenir le ground de son côté. Puis, il continue à le maintenir jusqu'ici où il va finalement le relâcher à ce moment-ci. Et c'est là qu'il est relâché sur le boss réel. À partir de ce moment-là, le master détecte que la transition a débuté ici, puis c'est là que lui va commencer à compter sa période haute. Sa période haute va débuter à partir du moment où il détecte que le niveau du SCL est remonté. Donc, c'est vraiment une collaboration entre les modules ici qui permet de faire en sorte que tout le monde est capable d'interpréter les données. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le SCL va avoir un niveau bas équivalent au périphérique le plus lent. Le bus I2C permet d'avoir plusieurs masters. Dans la plupart des configurations qu'on va faire, celles entre autres qu'on fait aujourd'hui, on va avoir un seul master. Mais ce n'est pas impossible d'avoir plusieurs masters. Notre module, notre microcontrôleur, pourra avoir le rôle de master et de slave en même temps. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait quand les deux masters décident qu'ils communiquent en même temps sur le bus? Donc, il y a le principe d'arbitrage. Encore une fois, grâce à la configuration qui est utilisée, on va voir que l'arbitrage permet à une des deux communications de continuer. Et l'autre master, qui à un moment donné se rend compte que ce n'est pas lui qui contrôle vraiment les données, va arrêter d'essayer d'envoyer ces données à lui, puis attendre que le bus redevienne libre. Donc, si plus d'un maître initie une communication sur le bus I2C, lors d'une écriture, il vérifie simultanément l'état du signal SDA. Si ce dernier écrit un 1 et que le signal SDA demeure 0, ça signale qu'il y a un autre maître qui est en train de contrôler le signal, puis c'est pas lui. Donc, il va dire, il y en a un autre qui le contrôle, j'abandonne, je laisse la place à l'autre maître, et l'autre va continuer sa communication en ne se rendant même pas compte qu'il y avait un autre module qui essayait de communiquer. Et l'autre qui a perdu l'arbitrage va recommencer plus tard. Ici, on a maître 1 et maître 2 qui essaient de prendre possession du bus de communication. Les deux créent une situation de départ en même temps, donc ils ne vont pas nécessairement se rendre compte que l'autre essayait de le faire en même temps que lui. Bon, ici, les deux pensent encore qui contrôle la communication. Le start a fonctionné. Durant la période basse, les deux veulent imposer un 1. Donc, les deux relâchent le boss, ce qui fait en sorte que les données sont relâchées. Donc, vu qu'eux, ils observent en même temps le boss, ben, ils voient que les données remontent. Donc, ils ont OK, c'est bon, ça fonctionne bien. Donc, encore une fois, ici, les deux pensent qu'ils contrôlent la communication. Le niveau s'abaisse. Ils veulent imposer tous les deux un 0. Ils observent un 0 imposé. Ils pensent encore que tout fonctionne bien. Ils arrivent au troisième bit. Le module 1, lui, le master 1 veut imposer un 1, alors que le master 2 veut imposer un 0. Le master 1, lui, relâche le bus de communication au niveau des données. Puis il observe que ben, les données demeurent 0.
parce que naturellement, le deuxième master, lui, il impose un 0. À ce moment-là, il détecte qu'il a perdu l'arbitrage, il relâche le boss, puis plus tard, il va essayer de continuer de reprendre sa communication. Dans certains cas, on va avoir des départs multiples. Donc, c'est le fait de ne pas passer par la condition d'arrêt et de refaire une répétition de départ. C'est une situation qu'on peut observer. Ici, on peut observer un premier départ. Donc, SDA est modifié pendant la période haute de SCL. Les données sont transmises. À la fin, il y a relâchement de SDA durant le moment où SCL est en haut, qui constitue la condition d'arrêt. Un petit peu plus tard, il refait une condition de départ, donc il abaisse le SDA alors que SCL est maintenu, ce qui fait une condition de départ. Il envoie des données. Pendant les niveaux hauts de l'horloge, SDA est à nouveau abaissé, qui constitue un nouveau start, donc un repeat start, alors qu'il n'y a jamais eu de stop. Bon, l'avantage d'utiliser des repeat start, c'est en fait de ne pas relâcher le boss, parce qu'à partir du moment où un module, un maître fait un stop, ben, un autre maître peut s'emparer du boss de communication. Donc, en faisant des répétitions de départ, ben, il s'assure de finir les opérations qu'il est en train de faire. Imaginons qu'il est en train de faire la configuration d'initialisation d'un afficheur, ben, il ne voudrait pas être interrompu alors qu'il change, par exemple, le mode d'opération de read à write. Donc là, dans ce cas-ci, pour ne pas perdre le bus de communication, au lieu de faire un stop, il va faire un repeat start. Au niveau des adresses, je vous ai dit, il y a des adresses qui sont réservées. Donc ça ici, ça vient du document de I2C, de Philips. Donc, il y a les adresses 0 et les adresses 1 qui sont réservées pour différentes opérations. Donc, par exemple, normalement, l'adressage fonctionne en 7 bits. Donc, dans certains cas, il y a des modules qui fonctionnent avec un adressage de 10 bits. Pour rentrer dans le mode d'adressage de 10 bits, il faut envoyer un message à l'adresse réservée qui est ici. Donc, sinon, encore là, il y a d'autres conditions particulières qui peuvent être utilisées pour faire certaines opérations. Aujourd'hui, nous, on ne fera pas ça de toute façon. On va faire vraiment des opérations simples de base. On a parlé, il faut mettre des résistances pull-up sur notre bus de communication I2C. Comment on détermine les valeurs de ces résistances-là? Donc, par exemple, si on a une résistance trop petite, elle va imposer un VDD très fort. Si les transistors ne sont pas suffisamment forts par rapport à cette résistance-là, ils n'arriveront pas à imposer leur zéro ou des fois, ils n'arriveront pas à l'imposer suffisamment vite. Une trop grande résistance, dans le cas inverse, ben lui peut faire en sorte que le temps de montée, donc à partir du moment où le transistor va relâcher le bus, ben si la résistance est trop grande, ben, ça nous fait un RC, donc le temps pour remonter à 5 volts va être trop lent, on ne respectera pas les temps de montée spécifiés par le I2C. Donc, pour déterminer l'étendue des valeurs, donc entre le minimum et le maximum de résistance qu'on peut appliquer, il faut utiliser différentes informations. La tension de sortie basse maximale, donc le niveau de tension qui représente un 0 qui est le plus haut. Ensuite, l'intensité de courant maximale du niveau bas, donc le courant pour tirer notre niveau bas. La capacitance totale du bus, donc ça, naturellement, ça va varier d'une installation à l'autre. Le temps de montée maximum, donc ça, c'est dans les spécifications. Pareil pour la tension de sortie basse puis l'intensité de courant maximale, ça aussi, ça vient des spécifications. Donc, les formules à utiliser pour calculer la résistance minimale, on va prendre la tension d'opération moins le niveau bas maximum divisé par le courant. Ça va nous donner la résistance minimum pour arriver à ce niveau-là. On se rappelle, le courant, c'est le courant minimum que doit être capable d'imposer un transistor. Ensuite, la résistance maximale, bien, ça va être le temps de montée divisé par la constante 0,8473 multiplié par la charge capacitive du bus au complet. Bon, d'où vient cette formule-là? Dans le document de I2C, ils font la démonstration. Nous, on va juste appliquer les formules pour aujourd'hui. Si vous voulez d'ailleurs avoir ces informations-là, le document à chercher, c'est UM10204.pdf qui va vous donner l'ensemble des spécifications et du fonctionnement. C'est un beau document
fait 64 pages, donc c'est pas si volumineux que ça, puis il est quand même bien détaillé, puis il reprend là, certains des chronogrammes justement euh, desquels je me suis inspiré pour vous faire les explications aujourd'hui. Donc c'est une explication plus détaillée si jamais vous voulez aller plus en détail, par exemple sur le mode d'adressage 10 bits, vous pouvez toujours consulter le document. Si on reprend nos calculs de résistance, donc si j'ai reproduit les formules, puis on peut regarder à la table 9 dans le document, on trouverait d'abord les informations comme par exemple le VOL, si jamais on fonctionne avec un VDD plus grand que 2 volts, ce qui est notre cas à nous, donc nous on va fonctionner avec du 5 volts, donc notre VOL max, ça va être 0,4 volts. Bon, avec un VOL de 0,4 volts, le IOL correspondant, donc le courant de sortie minimum pour un niveau bas, c'est 3 milliampères. Puis finalement, la capacitance pour chaque entrée-sortie qui doit être utilisée, c'est 10 picofarads. Plus loin, dans la table 10, on peut retrouver que le temps, donc le rise time qu'on doit observer sur SDA puis SCL, c'est au maximum 1000 nanosecondes, donc 1 microseconde. Donc, on a toutes les informations à partir de là pour faire les calculs. Donc, VCC, notre alimentation 5 volts, VOL 0,4 volts, IOL 3 milliampères, notre temps de montée 1 microseconde et finalement la charge du boss, bien ça dépend de la situation dans laquelle on est. On doit le calculer. Donc, si on part d'une situation commune dans laquelle on a un VCC de 5 volts, ici, j'ai repris les valeurs qu'on a prises dans les tableaux. Puis finalement, si on dit que ben, j'ai deux modules, puis j'ai environ une vingtaine de centimètres de traces, ce qui ferait en sorte que j'ai 20 picofarads attribués à mes modules, puis 20 picofarads attribuables à mes traces, un total de 40 picofarads pour mes calculs. Ma résistance minimum, 5 moins 0,4 divisé par 0,003, ce qui va me donner 1533 ohms. Au niveau de la résistance maximale, donc on a 1 microseconde divisé par 0,8473 multiplié par 40 fois 10 à la moins 12 pour les picofarads, ce qui nous donne une résistance maximum de 29,5 kΩ. Donc, ce qu'il faut choisir, c'est une résistance qui va se situer entre 1,5 et 29,5 kΩ. La valeur commune qu'on va retrouver sur les bas C2C, c'est souvent 4,7 kΩ. On peut voir, c'est un choix correct dans la plupart des situations. Mais au moins, avec les calculs, on est capable de s'assurer que ça fait du sens, qu'est-ce qu'on a mis comme valeur. Naturellement, si on décide d'aller dans d'autres vitesses, donc celle qu'on a prise, c'est pour le temps de montée qu'on a utilisé, c'est pour les vitesses standards. Si jamais on va en high speed, il faudrait utiliser un temps de montée plus bas, qui était de 300 nanosecondes. Donc, il faudrait modifier là, les temps de montée pour les calculs, ce qui pourrait changer aussi les résistances. Les avantages et désavantages sont d'abord, les I2C utilisent seulement que deux fils. Il permet de supporter plusieurs mètres. On a les bits d'acquittement qui permettent de confirmer la réception des données. C'est quand même assez très répandu. On a vu, on avait au-dessus d'une centaine de mille de types de pièces qui l'utilisent. Les désavantages, ben, c'est plus lent que le SPI. D'abord, ça va être plus lent au niveau des vitesses de communication parce que le fait de gérer justement le bidirectionnel, c'est un système qui va faire en sorte que ça va être plus lent au niveau technologique. Mais en plus, on ajoute l'adressage qui va aussi alourdir, ralentir les communications. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la surcharge de protocole. Quand on va rajouter beaucoup de bits dans notre protocole pour être capable de supporter la communication, on va appeler ça la surcharge de protocole. Dans le UART, on avait le start et le stop. Dans ce cas-ci, ben, on a quand même le symbole start-stop, les acknowledge et l'adressage. C'est beaucoup pour entourer un octet. Bon, le I2C dans le ATmega 32U4, quand on va chercher dans la documentation, ce qu'on va trouver, c'est le TWI, donc pour Two Wire Interface. Fonctionne pareil à tous les modules I2C dans les autres familles. Par exemple, STE appelle ça I2C et c'est toutes les mêmes configurations qu'on va retrouver habituellement. Notre microcontrôleur peut autant servir de maître que d'esclave. Donc, il doit avoir une adresse à lui si jamais il devient un esclave. Si jamais on veut une configuration dans laquelle c'est possible,
on doit lui mettre ben, une adresse en mémoire. Donc, ici, c'est le module qui s'occupe de gérer l'adressage. On a un bus, une interface qui va gérer le bus de communication, qui va contrôler les starts, les stops, qui va gérer les spikes. Donc, quand on fait les changements de direction, les choses comme ça, on va voir des petits glitches apparaître. Donc, le bus d'interface ici, l'unité d'interface va gérer ce genre de variation-là. La détection de l'arbitrage qui va se faire et le registre à décalage qui va être utilisé pour envoyer les données sur le port série et les recevoir lorsqu'on est en lecture. Et aussi le bit acknowledge, autant en lecture qu'en écriture. Donc, quand on va vouloir faire, nous, un acquittement, on va écrire, on va l'écrire spécifiquement qu'on veut faire l'acquittement. Parce que dans certaines conditions, on va voir, entre autres en lecture, c'est la façon d'arrêter une lecture. On a un générateur d'horloge pour le module I2C séparément. Et finalement, on a les interfaces de sortie qui vont permettre, là, entre autres, de contrôler les temps de montée et, comme on disait, un filtrage au niveau des petites variations qu'on va observer lors des changements de direction sur le bus de communication. Le premier registre qui nous intéresse, le TWCR, donc Two Wire Interface Control Register. Le TWINT, c'est un bit. Encore une fois, là, c'est lié à un flag en interruption, mais il y a la particularité, celui-là, qu'on doit l'écrire. Donc, on doit aller écrire dedans pour l'effacer. Il va survenir à différents moments de la communication. On va voir, donc après, par exemple, la réussite de l'établissement du start à la fin de la transmission de l'adresse et de la réception de l'acknowledge ou pas. Des données, même chose. Donc, il va être généré à différents moments, ce flag-là. Donc, il y a plusieurs significations dépendamment de où on est rendu dans la communication. Le TWEA, c'est le bit qui va nous permettre de dire je veux générer un acknowledge à la fin de cette lecture-ci ou pas. La façon de dire qu'on a fini de lire, ben, c'est justement de ne pas envoyer l'acknowledge. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas systématique d'envoyer un acknowledge sur une réception. Le bit TWSTA, c'est notre bit pour démarrer la communication et il y a son équivalent, donc le TWSTO, qui lui va générer la condition d'arrêt. On a un bit d'état, le TWWC, qui lui va nous informer s'il a détecté une collision sur le bus de communication. On a le TWEN qui lui active le module de communication. Bon, le bit 1 n'est pas utilisé. Puis finalement, le TWIE qui active l'interruption. Donc aujourd'hui, dans la démonstration, on n'utilisera pas l'interruption. Je vais vous faire une démonstration plus avancée dans une autre vidéo. Le second registre qui va nous intéresser, c'est le TWSR, donc Status Register, dans lequel le principal bloc de bits qui est ici en haut, c'est une combinaison de 5 bits qui va nous donner de l'information sur le statut de la communication. Donc, par exemple, il va donner un code spécial pour nous dire que le start a fonctionné. Il va nous donner un code spécial pour dire qu'après l'écriture de l'adresse, il a reçu un acknowledge ou il n'a pas reçu un acknowledge. Donc, le code va changer dépendamment de ce qui est en train de se produire. Donc, on va voir, il y a un tableau pour nous résumer tout ça. Et finalement, les deux bits en bas qui sont en fait des bits de contrôle dans ce cas-ci qui va nous permettre de contrôler le prescaler, donc la gestion de notre horloge. C'est une partie, il y a un autre registre qui se combine à ça. Donc, une formule un peu plus complexe que ce qu'on est habitué. Donc, comment ça fonctionne? La valeur qui est associée au bit, si on a 0,0, la valeur c'est 1, 0,1 c'est 4, 1, 0 c'est 16, puis 1, 1 c'est 64. Et pour faire le calcul, c'est la combinaison de deux registres. Donc, les deux bits qui sont ici sont en fait des exposants associés à 4 dans la formule qui est ici. Et le deuxième, c'est le TWBR pour le baud rate, le registre de baud rate, qui lui est multiplié par 2. Donc, on va faire différentes situations parce que là, on a deux façons d'ajuster le baud rate. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir de la stabilité, il faut que le TWBR soit supérieur à 10 dans les registres. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'avec les différentes combinaisons, on pourrait se ramasser avec un TWBR qui est en bas de 10. Bon, justement, le registre de baud rate, ici, on nous dit qu'il doit être 10 ou plus grand.
si notre mode, c'est le mode maître. Sinon, on pourrait provoquer des mauvais signaux à la sortie. Donc ici, c'est un registre de 8 bits. On va pouvoir mettre une valeur entre 0 et 255. Bon, justement, pour se pratiquer, je vous laisse essayer d'abord de faire le calcul vous-même. Donc, on essaie de calculer TWBR et TWPS pour avoir une fréquence de 400 kHz sur SCL. On met l'horloge du CPU à 16 MB. Et bon, ici, je vous fais un petit rappel des formules. Je vous laisse essayer, puis on corrige ensemble tout de suite après. Maintenant, vous essayez maintenant. Regarde. Donc, à la base, je vais juste écrire la formule comme telle. Donc, on va avoir 400 kHz. On sait que ça, c'est égal à notre 16 MB divisé par 16 plus 2 fois notre TWBR multiplié par 4 exposant notre TWPS. Donc, on va commencer par supposer qu'on le met à 0 pour voir ce que ça donne. Donc, ça va nous permettre d'arriver avec 1 ici. Puis, on va voir de toute façon, si on met 4, déjà, on va être en bas de ce qu'il nous demande d'avoir 10 et plus au TWBR. Donc, pour faire simple, on peut monter d'un côté notre équation ici, puis diviser notre 16 MB par le 400K. Ça ici, on peut dire que c'est égal de dire 16 plus 2 TWBR qui est égal, c'est un B, qui est égal à notre 16 E à la 6 divisé par 400 E à la 3. Ça ici, c'est équivalent à dire 40. Donc 40 moins 16 va nous donner notre 2 TWBR va être égal à 40 moins 16, 24, divisé par 2, qui va nous donner 12 pour le TWBR. Bon, si on avait mis 1 ici, ben, on aurait 8 de ce côté-ci. Là, 24 divisé par 8, on se ramassera avec 3 pour le TWBR, donc on sera en bas de 10. Donc, dans ce cas-ci, on n'avait pas vraiment le choix de commencer avec TWPS à 0. Donc, moi, ce que je vous suggère quand vous faites vos calculs, commencez par mettre TWPS à 0. Et si jamais ça vous donne quelque chose de supérieur à 255, ben, recommencez avec 1. Augmentez de cette façon-là. Pour les registres suivants, donc TWDR, ça c'est le registre à décalage qui va être utilisé pour la réception et la transmission. TWAR, ben lui, ça c'est l'adresse qu'on va utiliser quand on est en slave, donc quand on est en mode slave. Et bon, les adresses, c'est 7 bits. Donc ici, on a les 7 bits. Si jamais on veut reconnaître les appels généraux, qui est un code spécial, un genre d'appel à tous sur le I2C, on peut activer le bit ici. Et finalement, le registre TWAMR qui va permettre d'ignorer certains bits de l'adresse. Si on regarde le processus d'une transmission, ici, j'aimais cette représentation-là qui était donnée parce qu'on la voit dans le temps comment ça va se passer. Première étape, dans le registre TWCR, on va activer la condition pour faire le start. La start va se faire. Donc, autant si on est en interruption que si on est en mode séquentiel, on va utiliser le TWINT pour savoir est-ce que le start est terminé. À partir du moment où le start est terminé, on va aller regarder le code obtenu. Donc, on se rappelle, il y avait un registre, le TW Status Register, qui nous donne l'information sur ce qui vient de se passer. On va voir les codes juste après. Donc, avec le code qu'on obtient, on peut savoir est-ce que le start a bien fonctionné. Bon, si le code est celui qu'on voulait obtenir, donc par exemple, oui, on a eu le start, on continue. Dans ce cas-ci, là, on va envoyer l'adresse du slave auquel on veut s'adresser. On va dire aussi, est-ce qu'on veut faire un read ou un write, des choses comme ça, auquel il va nous répondre.
Et finalement, on va obtenir encore TWIN pour nous dire soit lever l'interruption automatiquement ou soit si on est dans une boucle de détection, nous dire que c'est terminé. Et on va pouvoir retourner voir encore une fois le registre de statut pour savoir est-ce que ça s'est passé comme on voulait. Donc, par exemple, est-ce qu'on a reçu la hack ou on n'a pas reçu le hack de la part du module visé. Pour que TWIN devienne 0 pour redevenir 1, bien, ce qu'il faut, c'est avant chaque étape de réécrire 1 sur le bit précis de TWIN qui va remettre le bit à 0. Ensuite, on continue, même chose. Donc là, on va mettre les données. Dans ce cas-ci, on était en écriture, par exemple. On va écrire les données, on va recevoir l'acknowledge ou pas, et on va regarder le registre de statut pour savoir est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que la donnée a été transmise et qu'on a reçu l'acknowledge. Donc, et encore une fois, pour mettre TWIN à 0 avant de partir. Donc, puis pour le mettre à 0, on écrit 1 dessus. Les endroits noirs, au fond, c'est pour nous indiquer dans la ligne de temps les moments où TWIN peut changer, au fond, nous indiquer qu'il y a eu un événement. On peut voir qu'il va nous envoyer un événement à la fin d'un start, à la fin de l'envoi d'une adresse et de la réception ou pas du hack, et à la fin de l'envoi d'une donnée, si on a reçu ou pas un hack. Ici, on a un peu les possibilités qui peuvent arriver dépendamment des codes qui vont être obtenus dans le statut. Ça commence par le start. Donc, si le start est fonctionnel, ce que ça nous dit, c'est qu'on va recevoir le code en hexadécimal 0x8. Ensuite, si ça s'est bien passé, naturellement, on va pouvoir envoyer l'adresse du slave. Ici, c'est un exemple de transmission, donc on envoie le write. Le write qui devrait être suivi par un hack. Si on a reçu un hack, on va recevoir le code 18 en hexadécimal. Si on n'a pas reçu le hack, donc si le module n'a pas répondu, on va recevoir le code 20. Donc, vous voyez, les codes sont tout le temps différents dans le statut pour nous dire exactement ce qui se passe. Puis en fait, avec le code, on peut même savoir où on est rendu. Ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Donc ici, 0x20, OK, ben, il n'est pas là le module, on fait la condition d'arrêt, puis on arrête ça là. Il n'y a personne. Si on a reçu le code 18, ça veut dire qu'il a fait son acknowledge. Donc, on continue. On envoie la donnée. On attend sa réponse. S'il nous a répondu un hack, là, on reçoit le code 28. Donc, regardez, ce n'est pas le même code. 18 pour l'adresse, 28 pour la donnée. S'il y a eu un problème, il n'a pas reçu la donnée, il nous envoie un hack. Donc, il ne fait pas son acknowledge. Donc, c'est un hack qu'on appelle not acknowledge. On va voir le code 30, auquel on va suivre tout de suite par un stop. Si on a fini de transmettre, ben, dépendamment, là, parce qu'il y a des codes, on pourrait continuer à redemander encore, puis il va nous renvoyer des nouvelles données, et ainsi de suite. Ça dépend du protocole, en fait, spécifique à chacun des modules. Donc, c'est là que là, ça s'en va un petit peu dans tous les sens. Ça dépend du module avec lequel on communique. De toute façon, les autres modules, eux, tout ce qui les intéresse, c'est le début qui est ici, qui est commun à tout le monde. Puis ce qui suit après, ben, c'est un peu propre à chacun des modules. Ensuite, ben, le stop qui va permettre de relibérer le bus pour avertir les autres modules. Ben, attention, s'il y a un start qui revient, écoute, c'est peut-être à toi cette fois-ci que je vais vouloir parler. Ou on avait aussi parlé de la possibilité de refaire un start sans faire le stop. Ou on va pouvoir, par exemple, envoyer la même adresse, mais cette fois-ci, par exemple, changer de mode. Ou, dans d'autres cas, on va changer l'adresse pour parler à un deuxième module. Dans les possibilités aussi qui peuvent nous arriver, ben, on a aussi les causes qu'on va, par exemple, perdre l'arbitrage. Donc, si on a plusieurs masters, il faudrait supporter les codes 0x38 pour dire, ah, ben là, il y a quelque chose qui se passe, on est en train de perdre l'arbitrage. Puis, une autre situation plus particulière, on a perdu l'arbitrage, puis en plus, c'est à nous que ça s'adressait. Donc, ça, c'est le code, les codes qui sont ici, qui vont correspondre à des codes si jamais on est en SLAB. Bon, aujourd'hui, dans la démonstration, nous, on fait une transmission, il n'y a pas d'autres masters, donc les seuls codes qui vont nous intéresser, c'est le 8, le 18, le 20, naturellement, s'il ne nous répond pas, le 28, puis ben, on ne fera pas de restart, fait qu'on va faire ça 5, puis le 30. Donc, c'est les 5 codes auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est pour une transmission. Il y a des codes aussi différents qu'on verra bientôt.
qui sont pour la réception. Et nous, aujourd'hui, on va aussi faire une réception parce qu'on veut lire les boutons également. Ici, c'est une table qu'on retrouve dans la feuille de spécification du ATmega 32.4 qui nous donne les codes correspondants et des définitions correspondantes. Donc, par exemple, le 8, c'est le start condition qui a été transmis correctement. 10, on avait vu, là, c'était une condition de repeat start. 18, on avait envoyé l'adresse d'Eslav en écriture, puis on avait reçu un hack. Le 20, on avait envoyé l'adresse du slave en écriture et on n'avait pas reçu d'acknowledge. 28, c'est pour les données qui ont reçu un hack. 30, c'est pour les données qui n'ont pas reçu de hack. Là, ben, on nous suggère les réponses appropriées en fonction de ça, mais naturellement, ça vient de soi. Puis quand on va faire le code, là, on ne va pas tout faire ça ici. C'est tout écrit. De toute façon, si vous voulez vous y référer. Mais quand on va faire la démonstration, vous allez voir, c'est quand même assez direct comme réalisation. Au niveau de la réception, ben, pour le code de start, c'est la même chose. Donc, c'est le même code parce qu'on ne sait toujours pas est-ce qu'on faisait un start en écriture ou un start en lecture. Ça ne fait aucune différence de toute façon. Donc, le code est toujours 8 pour la réception. Maintenant, ça change par exemple au niveau de la réponse pour l'adresse. Donc, si on envoyait une adresse en lecture, puis qu'on a reçu un hack, le code qu'on reçoit, c'est 40. Là, 40, c'est un code qu'on n'avait pas vu encore. Donc, c'est un code différent. 48, si ça n'a pas fonctionné, donc si on n'a pas reçu le acknowledge de module. Par exemple, le module n'est pas là, auquel on va répondre par un stop comme précédemment. Si on a reçu notre hack, bien là, la différence, c'est qu'on n'envoie pas de données. On se met à récupérer les données. Donc, on continue à envoyer l'horloge. C'est le mode automatique parce que naturellement, il sait qu'on est rendu en réception. Donc, il va recevoir les données et c'est nous, cette fois-ci, qui va générer le acknowledge. Donc, quand on va dire si on reçoit ou pas l'acknowledge, c'est là, au fond, que le module va décider d'envoyer un A ou un acknowledge ou pas. Il faut savoir que l'acknowledge en lecture, ça permet de mettre fin à la réception des données. Pour informer le module ESLAV, c'est la dernière donnée que tu avais à me transmettre. Bon. Dans notre cas, nous, on va lire qu'un octet. Donc, on ne va jamais générer de acknowledge. On va juste récupérer la donnée et c'est tout. Donc, dans un cas où on veut recevoir plusieurs octets, donc on voudrait recevoir, je ne sais pas, une dizaine d'octets par exemple, on enverrait pour chacun des premiers octets un acknowledge et au dernier octet, le 10e, on causerait un NAC, donc on ne répondrait pas à la fin de l'octet et ensuite, après le temps associé au NAC, on va envoyer un stop. On a un exemple ici, là, j'ai reçu la donnée, j'envoie un hack, j'ai reçu la donnée, j'envoie un NAC, c'est parce que c'est notre dernier octet, j'envoie mon stop. Ou je peux, après ce NAC-là, repartir avec un nouveau start. Ça, c'est le même code, 0x10, 0x8. Pour les start, restart, la seule différence, c'est qu'il nous dit que c'est un restart au lieu d'un start. Et là, je peux changer de module ou de type d'adressage, encore une fois. Donc, 40, 50, 58, c'est tous des codes différents de quand on était en transmission. 48 aussi. Et finalement, c'est les mêmes codes pour les pertes au niveau de l'arbitrage. Donc, 38, peu importe quand est-ce qu'on parle d'arbitrage, c'est 38. Et 68, 78 et B0 qui correspondent à des situations où on était le slave visé. Donc, où là, on a vraiment comme plusieurs choses à faire. Même chose, dans les feuilles de spécification, vous allez retrouver la table 22 qui détaille chacun des codes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des définitions pour chacun des codes, puis en façon, on n'en parlera plus, on n'aurait plus besoin de se poser les questions. Du côté du module avec lequel on va parler, c'est un module qui communique principalement par le I2C. Je dis principalement parce qu'il y a un signal supplémentaire, c'est un signal qui va nous informer qu'il y a eu un changement sur les entrées. Parce qu'imaginons que lui, il est relié à 8 boutons. Ce module-là, ça va nous permettre de savoir, hey, j'ai un bouton qui a changé. Au lieu de tout le temps balayer l'information, de tout le temps redemander au module, hey, as-tu eu un changement? Lui, avec le signal INT, il pourrait nous dire, j'ai eu un changement, puis là, on fait, au fond, les communications juste au besoin. Dans l'application d'aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Nous, on va ignorer le int parce que je voulais faire une démonstration vraiment spécifique à I2C. Et on va faire une écriture sur 4 LED et la lecture de 2 boutons. Donc, pourquoi juste 2? J'en avais juste 2 sur ma plaquette. Un peu comme on avait discuté aussi, les modules ont souvent des
ont normalement des bits qui sont configurables. C'est le cas de notre module. Dans l'exemple ici, il a configuré les 3 bits configurables à 0. Donc, on va voir l'équivalent plus loin. Et ici, il nous illustre, ben, on a 8 entrées-sorties qui sont disponibles. On voit son bidirectionnel, mais on va voir, ils ont quand même certaines limitations. Au niveau du schéma bloc, donc on a les adresses ici pour bon, que le module de gestion soit capable de savoir si c'est mon adresse ou c'est pas mon adresse. Il y en a juste 3 bits. Comme on disait, les 4 autres sont définis par le manufacturier et le type du module. On a un signal qui nous informe qu'il y a eu un changement vers l'extérieur. Ici, on a les broches pour la communication I2C, l'alimentation, les broches reliées à notre port d'entrée-sortie, qui est contrôlé par un registre à décalage de 8 bits dans lequel on va écrire ou lire, dépendamment de ce qu'on veut faire. Ici, il y a une vue plus électrique de ce qui se passe à l'intérieur de nos entrées-sorties. On ne va pas l'analyser en détail. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est certains éléments que je vais faire ressortir. Donc, ici, ben, on voit déjà les tâches de sortie. On a 2 transistors. Un transistor qui peut imposer un ground, puis un autre transistor qui nous emmène à une source de courant de 100 microampères. 100 microampères. OK. Donc, au niveau haut, qu'on emmènerait à VCC, on ne va pas faire fonctionner grand-chose avec 100 microampères. En fait, c'est l'équivalent d'activer une pull-up, quasiment. OK? Donc, ça limite quand même pas mal les alimentations au niveau positif. Ça va être capable d'imposer 100 microampères, c'est suffisant pour polariser toutes sortes d'entrées-sorties. Donc, ça, c'est vraiment correct. Mais naturellement, quand ils disent qu'on peut alimenter un LED, dans ce cas-ci, le LED, on va seulement être capable de le contrôler par le ground. On ne sera pas capable d'imposer un 1 dessus, on va juste être capable d'imposer un 0. Donc, quand on va contrôler nos LED, ici, on va les connecter d'un côté sur l'alimentation positive, puis nous, on va contrôler le côté négatif. Donc, ça, c'est la première chose. On voit aussi qu'il y a des petites diodes de protection à l'entrée pour essayer d'absorber des petites fluctuations sur la broche d'entrée-sortie. Puis on voit que c'est un circuit bon, qui nous permet d'avoir une lecture. Ici, la flèche est drôlement indiquée parce qu'en fait, c'est tout shift register, donc c'est de l'autre côté que s'en va ce signal-là. Donc, il sort ici de notre bascule, il s'en va vers le shift register, donc il va nous permettre de faire la lecture de nos entrées-sorties. Okay, parce qu'on voit ici qu'il s'est connecté sur notre entrée-sortie. Puis lui, dépendamment de ce qui se passe, il va être capable de faire un XOR avec l'état de ce bit-là et l'état qui était précédent. Donc, ça lui donne au fond un XOR automatiquement. Si c'est 1, 1, il fait 0. S'il fait 0, 0, il fait 0. Et s'il y a un changement, donc 1, 0 ou 0, 1. Donc, si je viens d'abaisser ou si je viens de lever ou abaisser le bit, ben, ça va provoquer un signal vers le signal d'interruption. Donc, lui, dès qu'il y a des changements sur nos entrées-sorties ici, il va nous le signaler via le signal INT. Bon, ça, c'était le principal qui nous intéressait là, par rapport au fonctionnement. Ici, il y a une petite information, je la mets, même si nous, aujourd'hui, on ne se sert pas du signal INT, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, il y a un certain temps qui va être associé avec la lecture de notre état. Donc, pendant qu'on communique, on fait le start, on envoie l'adresse du slave, le mode par lequel on veut communiquer. Donc, dans ce cas-ci, c'est une lecture qui aurait été déclenchée parce que le signal INT est passé à 0 pour dire j'ai eu un changement sur les entrées-sorties, qui est illustré ici. Donc, le changement INT s'abaisse pour signifier, si on le vérifie, ce signal-là, qu'il y a eu un changement. La communication démarre, donc le start, l'adressage, le rewrite, l'acknowledge, donc tout est correct. On reçoit les données de l'état ici qui était présent ici. Et pendant qu'on est en train de recevoir l'information, ben, l'état change encore sur nos entrées-sorties, ce qui redéclenche le signal INT à ce moment-ci, parce qu'il y a un changement là. Mais on n'a pas fini de communiquer. Donc, on continue de communiquer, on termine avec notre acknowledge. Et puis là, on détecte que c'est encore bas. Donc, au lieu de faire
un ACK, on fait un ACK pour continuer. Donc ici, on a un acknowledge, mais en fait, c'est un acknowledge qui est envoyé à partir du maître. Là, c'est marqué from save, mais c'est une erreur, hein, c'est nous qui génère le acknowledge. Donc, on aurait généré un acknowledge à ce moment-ci, et ce qui fait en sorte qu'on continue à faire la lecture, parce qu'on peut continuer à faire notre lecture comme on veut. Bien là, vu que le int est encore déclenché, ici, il fait une deuxième lecture, puis regardez ce qui arrive, c'est qu'on va recevoir data 1 et data 3. À cause de la course de temps qu'il y a eu ici, on n'a jamais vu l'état intermédiaire data 2. Donc, il faut être conscient qu'en ayant justement une espèce d'intermédiaire, puis un temps de communication, ça se peut qu'il y ait des changements sur les ports qu'on ne soit pas capable de détecter. Donc, il faut faire attention, là, il y a une limite temporelle à la vitesse à laquelle on peut consulter ces broches-là. Mais bon, dans le cas aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, on va faire un rafraîchissement aux 100 millisecondes, donc c'est complètement différent comme approche. Mais pour être conscient là, que par rapport à cet I/O expander-là, il ne faudra pas s'imaginer capable de communiquer à très haute vitesse si, par exemple, on voulait utiliser ces broches-là pour faire de la communication. Pour ce qui est de l'adresse, donc l'adresse fixe, la partie fixe, c'est 0, 1, 1, 1 pour ce module-là. Et nous, on peut configurer finalement les 3 bits inférieurs de la communication. Bon, ici, vous avez une illustration des codes qui sont associés. Bon, le code statique au niveau, les 4 bits au fond qui sont déterminés par le fabricant pour le module qu'on utilise, c'est 0, 1, 1, 1. Et ensuite, on a le code configurable. Donc, dans l'exemple qui est donné, c'est 0, 0, 0. Ici, ils reprennent toutes les configurations. Donc, c'est vraiment de simplifier la vie. On n'a même pas besoin de faire des calculs dans ce cas-ci. Là, ils nous disent, OK, si jamais on est low, 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 comme le cas de ce qui est illustré et celui dans l'exemple que je vais utiliser d'ailleurs, ben, l'adresse en hexadécimal, si on fait un read, ça va être 71, hein, parce qu'on a le bit en bas, ça va être 71. Et sinon, ça va être 70. Fait qu'en plus, il nous place ici le bit inférieur, hein, parce que 1, 1, 1, ça nous donne 7. Puis ici, on a les 3 bits à 0. Donc, ça devient super simple en ayant les 3 bits à 0. Si j'ai un 0, je fais une écriture. Si je suis en train de faire une lecture, ben, je suis à 1. Donc, 7, 0 pour une écriture, 7, 1 pour une lecture. Sinon, ben, ici, ils nous ont précalculé toutes les autres situations, naturellement, qu'on devrait utiliser si jamais on avait plus qu'un I/O expander. Puis c'est ça qui est cool quand même, parce que si on y pense, avec le même module, on pourrait avoir plusieurs entrées-sorties. Donc, on pourrait vraiment augmenter de beaucoup les entrées-sorties disponibles avec le module, en se rappelant toujours qu'il y a une limite temporelle à tout ça. Mais on peut voir qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modules. Bon, on a 3 bits, 8 modules. Donc, on pourrait avoir 8 fois 8 entrées-sorties supplémentaires. Donc, 64 entrées-sorties supplémentaires. Ce serait relativement lent, mais on pourrait avoir tout ça de disponible. Bon, les spécifications par rapport au niveau temporel I2C qui sont fournies. Donc, première chose qui nous intéresse, notre module, on voit ici, son horloge maximum, ça va être 100 kHz. Donc, on pourra l'observer d'ailleurs. On va devoir le recalculer. Nous, on avait calculé tantôt pour 400 kHz. On va pouvoir faire nos calculs pour 100 kHz. On voit qu'il est conforme au niveau de la charge, est capable de supporter jusqu'à 400 picofarad sur la charge du boss. Bon, la page suivante nous présente un chronogramme qui illustre les délais qui sont spécifiés dans le tableau précédent. Si on retourne au tableau, on avait bon, le 100 kHz, on nous spécifie que pour la période haute ou basse, donc de notre horloge, il faudrait respecter 4 et 4,7 microsecondes respectivement. Alors, naturellement, on est proche du 10 microsecondes total qui représente le 100 kHz. Donc, on va vraiment calibrer notre système pour être à 100 kHz dans notre cas à nous. Il faut aussi respecter certains autres délais, comme par exemple entre un stop et un start. On nous demande d'avoir au moins 4,7 microsecondes, mais c'est un peu implicite de l'avoir parce que si on sait configurer à 100 kHz, automatiquement, on va avoir au moins 5 microsecondes de période haute. Si on regarde le T-buffer qui correspond à la période haute minimum entre un start et un stop, on est correct pour le respecter parce que c'est la vitesse à laquelle on a spécifié qu'on était pour fonctionner au plus rapide. Justement, la démonstration. Donc aujourd'hui, on va faire la communication avec le PCF 8574A. On va faire la lecture de 2 boutons et le contrôle de 4 LED. Au niveau du montage, donc j'ai ma puce qui est ici.
On peut voir, bon, ici, les broches qui correspondent à l'adressage sont sur le côté ici, sont tous à 0. J'ai mes deux boutons. Si j'amène par ici, sont reliés au ground d'un côté. Donc, moi, c'est des boutons qui vont utiliser au fond le tir haut, la petite source haut. Ça va être utilisé comme une pull-up au fond sur ces signaux-là. J'ai l'alimentation ici au ground. J'ai le power qui arrive ici sur la broche. J'ai mis un petit condensateur de découplage à proximité. J'ai mes broches SDA et SC Clock. Donc, je ne dis pas lequel qui est lequel. Il faudra revérifier tantôt. Avec mes deux résistances pull-up. Dans ce cas-ci, j'ai pris les deux cas parce que c'est ça que j'avais sous la main. J'ai aussi une résistance. On nous demande de mettre une résistance pull-up sur le signal d'interruption. Donc, je l'ai mis juste pour pas que ça soit flottant. Et finalement, j'ai mes 4 résistances de 1K qui sont reliées à mes 4 LED qui sont ici. Eux sont reliés d'un côté avec la borne positive. Donc, moi, je contrôle le négatif. Parce que comme on avait vu, avec 100 microampères, je ne pense pas qu'on serait capable d'allumer un LED. Sur le côté, mais c'est plus pour l'alimentation. J'ai conservé mon câble série. Au besoin, on pourra s'en servir pour du débogage, mais je ne pense pas que ça va être nécessaire. On va donc commencer par se faire un petit projet. On va l'appeler I2C démo pour être original. Pour la pièce qui est 32 U4. J'enlève les commentaires inutiles. Et on commence tout de suite. Bon, d'abord, j'ai déjà dit, on va utiliser la librairie délai juste pour se simplifier la vie dans la démonstration. Ce qui nous intéresse, c'est pas de démontrer qu'on est des experts en timer, mais bien qu'on est capable de faire la communication I2C aujourd'hui. Et comme on sait, il faut faire le define pour le CPU, la vitesse de notre CPU, avant de faire l'appel de la librairie délai, parce qu'elle va utiliser cette définition-là pour faire ses calculs internes. Voilà qui est fait. Alors, déjà, on va se créer les prototypes de nos fonctions qu'on va utiliser. On sait qu'on va avoir besoin d'une fonction d'init, parce qu'on a toujours besoin d'une fonction d'init. Donc, on va l'appeler void i2c init. Très original. Ensuite, ce qu'on va faire pour rendre lisible notre code, c'est qu'on va se faire des fonctions qui vont gérer, au fond, chacune des opérations. On sait que la première chose qu'on va faire, ça va être le start. Fait I2C start, ça va être un départ. Ensuite, on a le I2C stop. Bon, le I2C start, j'ai mis un return parce qu'il nous retourne quelque chose. Hein. Il nous dit est-ce que ça allait fonctionner ou pas. Puis à partir de ça, on décide est-ce qu'on continue ou on ne continue pas. Le stop, ben, je ne mettrai pas de valeur de retour parce qu'en fait, on ne le sait pas. Il ne nous le dit pas vraiment si ça a fini, le stop. On fait juste comme l'envoyer. La seule façon de détecter qu'il a terminé le stop, c'est de s'assurer que le bit revient à 0. Donc ça, on pourra toujours connaître une boucle d'attente que le bit est retourné à 0 avant de continuer. Mais sinon, il n'y a pas de façon de dire que le stop n'est pas bon. Là, on va le mettre void. Ensuite, on doit transmettre l'adresse du module auquel on veut s'adresser, qui va être combiné avec le mode. Donc ici, bon, on va faire une fonction qui combine les deux. Puis encore une fois, je vais mettre un type de retour pour ben, justement détecter est-ce que ça a fonctionné ou pas. Alors, je mets comme paramètre l'adresse et le second paramètre, j'ai ajouté read pour read, il va être à 1 si jamais on veut faire une lecture, 0 si on veut faire une écriture. Donc, ça respecte le protocole, ça va être simple. Une fois qu'on a écrit l'adresse, il faut écrire les données. Encore une fois, on va avoir une validation à la fin, donc un code de retour qu'on va retourner, nous, un vrai ou un faux, en fait. On va l'appeler write data parce qu'éventuellement, on pourrait tout englober ça dans une fonction qui s'appellera I2C write byte, mettons. Puis tout ça, comme je disais, on pourrait englober ça dans une fonction au niveau de l'écriture qui va s'appeler I2C write byte au singulier. Donc nous, on a un seul octet à consulter. Dans ce cas-ci, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est par rapport, quand on fait une écriture, ben, il faut mettre à 1 les broches sur lesquelles on veut activer la petite source de 100 microampères.
Donc, moi, dans mon montage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé les données sur les 4 bits les plus hautes pour les LED. Les 4 bits les plus bas, c'est les boutons, en fait, les entrées. Et bon, mes deux boutons, c'est les 2 bits les plus bas. Donc, le bit 0, bit 1, c'est mes boutons. Puis les bits 4, 5, 6, 7, c'est les LED. Alors, moi, ce que je propose, c'est de faire I2C write byte pour commencer, dans lequel on va spécifier à la fois l'adresse qu'on vise et la donnée qu'on veut envoyer. Ça va être plus de haut niveau. Et finalement, on pourrait aussi faire une fonction read par après pour aller lire un octet. Là, on a juste à spécifier une adresse. Et à la fin de ça, on pourra retourner l'octet qui a été consulté. Alors, si on reprend chacune de ces fonctions-là plus bas, on commence par I2C init. Bon, I2C init, c'est le registre qu'on va vouloir configurer, c'est le TWCR. On va aussi avoir à configurer le TWSR si jamais on veut, dépendamment de la valeur qu'on veut mettre sur notre prescaler. Là, on a aussi notre baud rate à ajuster en fonction de la vitesse qu'on veut obtenir. Bon, justement, lui, il faudrait aller le recalculer par rapport à ce qu'on voulait obtenir. Excellent, donc on sait maintenant qu'on va mettre 72 ici. On sait aussi qu'on n'aura pas besoin de mettre rien dans TWSR, c'est 0 par défaut. Donc ça, c'est réglé. Autre chose qu'on va vouloir configurer, ben, peut-être activer des choses dans notre système. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, à chaque fois qu'on va créer un événement, on va écrire dans TWCR. En ce moment, on peut toujours activer le module TWCR est égal à 1 décalé TWEN. Mais sinon, on ne va pas déclencher de start, de stop ou quoi que ce soit. En ce moment, on n'a rien à faire. Bon, pour la fonction start, on va commencer par enlever ces petits points-là. On veut contrôler TWCR encore une fois, donc c'est sûr qu'on veut le garder enable. On va aussi effacer le bit d'interruption au cas où il soit activé. Puis pour l'effacer, ce qu'on doit faire, c'est le mettre à 1. Donc d'abord, parce qu'on va s'en servir pour détecter la fin du start. On doit aussi activer le bit pour dire qu'on veut faire le start. Ensuite de ça, on va observer le bit INT pour voir quand est-ce qu'il redevient à 1. Donc là, on teste le bit INT. Tant qu'il est égal à 0, on reste bloqué ici. Et ensuite, ce qu'on va retourner, c'est est-ce que les bits d'état correspondent à notre condition start. Bon, ça ici, on va se faire des define pour que ça soit plus lisible. Je vais mettre mes define juste ici. Parce qu'on va les utiliser à partir d'ici, mais seulement vers le bas, donc c'est correct, on va être plus lisible. Donc, TWStart, c'était le code, c'était 8. Master receive, l'adresse slave acknowledge était 40. Master transmit, l'adresse slave acknowledge était 18. Master transmit data acknowledge était 28. En fait, quand ce n'est pas les bons codes, ben, on va juste comme faire stop et arrêter ça. Parce que dans ce cas-ci, on sait qu'on a juste un master. Donc, on n'a pas à se soucier des histoires d'arbitrage. Puis à partir du moment où on n'a pas notre hack, ben, dépendamment d'où ce qu'on est rendu, on fera est-ce qu'on fait un stop ou des choses comme ça. Donc, justement, pour la suite, ce qu'il fait, entre autres, là, juste parce que j'ai oublié de vous l'expliquer, mais ici, le return, c'est qu'il fait un test, puis il dit, OK, est-ce que j'ai 0x8? Oui ou non. Donc, vrai ou faux, c'est un test binaire qui va être retourné de ça. Pour le stop, ben, dans ce cas-ci, je vais copier cette ligne-là parce que c'est à peu près la même quand on y pense. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un start, on va faire un stop. Bon, puis là, on pourrait s'assurer qu'on a fini de faire le stop avant de faire d'autres choses.
Je vais juste copier l'idée qui est ici. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va vouloir tester, c'est est-ce que le bit sto, il est à 1. En fait, est-ce qu'il est vrai? Donc, on va dire tant que ça, c'est vrai, reste pris là. Fait que, au fond, il va sortir juste quand il finit son stop. Ça va nous assurer de respecter les temps. Ensuite de ça, on a un write address. Donc, au niveau de l'écriture de l'adresse, on écrivait l'adresse combinée avec le mode. Bon, là, nous, c'est un write address. Puis après ça, on dit le mode, donc read, write. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est au fond attendre d'avoir l'adresse, mais l'adresse, on voudra avoir probablement l'adresse bien alignée. Donc, dans notre cas, nous, on a vu que c'était 70. Ben bon, on va le mettre comme un paramètre tantôt. Fait qu'on va faire TWDR, Data Register. Ça va être égal à l'adresse qu'on a avec un OU sur read. Puis juste pour être sûr que quelqu'un ne va pas jouer des tours, on va faire un mask sur read avec 1. Donc on va faire T1 pour lui. Donc pour être sûr qu'il conserve seulement que le bit 1. Donc si on a un read, ben, il va faire son OU, sinon ben, son OU ne sera pas fait, hein, parce que si on va avoir mis pour at read. Donc là, on écrit l'adresse, ce qui va provoquer l'écriture. On active notre module en effaçant le bit INT pour s'assurer que le flag s'éteint. Ce qui va envoyer la donnée. On fait notre pause tant que le bit PWINT n'est pas revenu à 1 pour nous indiquer la fin de la transcription de l'adresse et de la réception de la réponse, donc ACK ou NAC. Et à ça, ben, on va faire un test encore, un peu comme on a fait tantôt pour le return du start. Sauf que là, pour faire un test différent dépendamment du mode qu'on a. Donc, on va faire un retour différent. Donc, si on est read, le test qu'on va faire, on va le faire par rapport au define que j'ai mis ici pour master read slave address hack. Donc, on va s'attendre à recevoir ce code-là en particulier. Ça va nous retourner vrai si on a reçu un hack. Si le module pas hack, donc si on n'a pas reçu de hack, pas de module par exemple qui nous a répondu, ben, ça va retourner un faux. Et pour la version, si on est en transmit, donc on va faire master transmit slack address qui était 0x18 dans ce cas-ci. Donc là, si le code reçu, si on est en transmission et que le code reçu c'est 0x18, ben là, il dit OK, ben, il a fait son hack, sinon, encore une fois, on va retourner un faux. Ça, c'est cool, ça nous fait une fonction qui marche autant en écriture qu'en lecture. On avance, on avance. Maintenant, si on regarde au niveau de l'écriture des données, là, écrire une donnée. Quand on veut écrire une donnée, ben là, on vient de recevoir le hack, tout va bien, on continue. On veut écrire la donnée, donc c'est un peu répétitif avec ce qu'on a déjà fait. Donc, TW data register, donc on envoie la donnée qu'on a reçue. On provoque la transmission, on attend que TWINT nous dise que c'est terminé et on teste. Est-ce que j'ai reçu le hack? Donc là, on avait encore un code un peu différent, 0x28 dans ce cas-ci, pour nous dire que la donnée avait été reçue correctement par l'esclave. Donc on a tout fait ça. Maintenant, si on se fait une fonction qui fait toute la séquence correctement. Bon, première étape, ça va être de créer le start. Mais là, nous, on veut savoir, est-ce que le start, il a fonctionné ou pas? Donc, on va faire une condition dessus. Donc, si notre start a fonctionné, on continue. S'il a échoué, ben, on peut faire le stop. I2C stop. Dans le cas où il y aurait eu une erreur, ça va libérer le boss. Donc, on est sûr qu'on est couvert si jamais il y a eu un glitch. Ensuite de ça, ben, on doit envoyer notre adresse. Dans ce cas-ci, on fait if IW I2C write address. Bon, dans ce cas-ci, on est en train d'écrire. Si on veut écrire un octet, on est dans cette fonction-là. Donc, l'adresse, c'est l'adresse qu'on a reçue.
Puis ben, le mode, c'est 0 pour read parce qu'on est en write. Donc, si à ça, on reçoit un vrai, ben, on continue. Donc, si tout va bien, on peut transmettre la donnée. Sinon, ben, il va sortir puis il va faire un stop. On continue à analyser tout ça. Je m'étais mis une valeur de retour. On va voir après, on va se faire un code d'erreur pour détecter s'il y a une erreur ou si tout s'est bien passé. Bon, si l'envoi de l'adresse a bien fonctionné, bon, on a juste envoyé la donnée. Bon, dans ce cas-ci, on a un seul octet envoyé, puis peu importe ce qui va arriver, en fait, là, on peut tester juste pour savoir s'il y a une erreur plus tard. Mais dans ce cas-ci, peu importe ce qui arrive, on va s'en aller au stop. On va commencer par juste envoyer la donnée. I2C, write type, write data, parce que nous, c'est la donnée qu'on va envoyer. Donc, data, c'est envoyé. Bon, ça devrait envoyer une donnée sur notre système qu'on a en ce moment si on utilise l'adresse 70. Bon, moi, j'ai envie de l'essayer tout de suite avant de continuer pour voir si tout fonctionne. D'abord, je vais vérifier est-ce que ça compile. Ça compile, mais on a ici une première erreur. Ah oui, ben, j'ai toujours pas retourné la valeur, donc on va dire que tout va bien. On va retourner 1, en supposant que 0, ça va vouloir dire qu'on a une erreur, là. Donc, ça, c'est bon. Il nous reste juste à l'utiliser dans le main. Fait que dans le main, on va faire notre I2C init. Puis tout de suite après, I2C write byte. Puis, bon, comme j'ai dit, nous, les bits du haut, c'est les LED, puis les bits du bas, les deux plus bas, en tout cas, c'est les boutons. On faut les mettre à 1, ces boutons-là. Bon, l'adresse, on a dit, c'est 0x70. Ça, déjà, on va régler ça. Et pour la donnée, ben, moi, je vais vouloir envoyer toutes mes LED. Non, on va envoyer les LED moitié-moitié, donc 0xA. Ça va allumer la moitié des LED. Et pour les boutons, on va mettre toutes les bits, en fait, en bas, on va les mettre à 1 pour qu'ils soient pas flottants, qu'ils soient fixes à quelque chose. Donc, on va mettre un F. Il faut aussi activer les pull-ups au fond sur nos boutons pour, après ça, on pourra tester notre lecture. Je vais spécifier le programmeur. Bon, alors, maintenant, on va pouvoir envoyer ça. Bon, le problème avec la caméra, c'est qu'elle est facilement éblouie. Donc, mais ici, on peut voir les deux LED sont allumés, puis les deux autres ben, sont éteintes en ce moment. Donc, on en voit qu'il y en a juste deux quand même qui sont allumés. Ça va être plus évident quand ça va bouger tantôt. Donc, c'est bien. Jusqu'à date, ça fonctionne très bien notre affaire. On va regarder les signaux par après là, pour voir justement la qualité de nos signaux. On va faire quand même l'algo pour la lecture, puis après ça, ce qu'on fera, on fera bouger tout ça. Bon, ça fonctionne bien. Pour la lecture, ben, ça ressemble beaucoup à l'écriture, sauf rendu à la fin. Donc, on va copier ce qu'il fait. Ah, puis là, je réalise que j'ai oublié de mettre le paramètre d'adresse. Ici, on va aller faire la même modification dans notre prototype en haut. Et oui, on avait oublié ça. Alors, ça, c'est fait. Donc, on a l'adresse. On envoie l'adresse. Le mode, maintenant, c'est d'aller d'aller lire. Donc, on met à 1 pour le read. Puis, ce qui va changer, c'est à l'intérieur ici. Donc, à l'intérieur de ça, ici, nous, naturellement, on ne veut plus envoyer une donnée, on veut en recevoir une. Puis, pour en recevoir une, tout ce qu'on a à faire, c'est de reconfirmer que le module est activé. On veut l'activer et on veut éclairer le bit qui correspond, donc le INT. Ça, ben, on l'a fait plusieurs fois. Par exemple, ici. Puis après ça, on attend. Donc, pas réinventer la roue. Donc, on va effacer notre bit d'interruption. On active le module. Là, ici, déjà qui est en écriture, de toute façon, à l'autre bout. Ce qui aurait pu changer ici, c'est si on avait eu plusieurs octets, on aurait fait un hack. Mais là, on en a juste un. Donc, automatiquement, ça devient le dernier octet à lire. On va faire un hack dès le premier. Donc, on fait ça ici. À la fin, il faudrait faire notre stop. Il ne faut pas oublier notre stop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la valeur dans une variable locale. Par défaut, il va valoir 0. Donc, si jamais on a eu un échec, par exemple, à ce moment-ci, on ne le saura pas.
parce qu'on va retourner 0, on ne saura pas si c'est une donnée valide ou une erreur qu'on a eue. Dans la prochaine démonstration, donc la prochaine vidéo que je vais faire sur le I2C, qui est un petit peu plus avancé, on va faire un système de code d'erreur qui va nous permettre de savoir s'il y a quelque chose qui a mal été avec le I2C, puis avec le code, on va savoir à quel niveau ça n'a pas bien été. Mais pour le moment, on va y aller comme si tout va bien dans la vie. On récupère data, ça va être égal à PWDR. Une fois qu'on a récupéré la donnée, on fait notre stop. Après ça, on retourne le tout. Et voilà, I2C read byte est fait. Donc, dans une première version, ce qu'on pourra faire, on va aller lire à toutes les 100 millisecondes. Donc, je vais mettre un délai. À toutes les 100 millisecondes, on va aller provoquer une lecture. Dans ce cas-ci, on va se créer une variable locale qui va s'appeler bouton. Je commence que tous les boutons sont activés. Ouais, non, sont éteints. Donc, on va se mettre actif haut, mais on va en fait inverser notre état quand on va faire la lecture. Donc, ici, on va dire, OK, bouton, ça va être égal à I2C read byte à l'adresse 0x70. Bon, même si on met 71, ça ne change rien. Parce qu'on est en read, il va faire lui-même la correction. Bon, ce qui va nous retourner, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les bits du bas, d'abord. Mais je voudrais les inverser. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais inverser le résultat que j'obtiens. Parce que les autres sont actifs bas. Donc, et je vais vouloir ignorer tout ce qui ne concerne pas mes boutons. Je vais faire un masque et conserver uniquement mes boutons. Donc là, si j'ai 0, 0, ben, j'ai aucun bouton d'appuyer. Si j'ai 1, c'est le premier bouton. Si j'ai 2, c'est le deuxième bouton. Si j'ai 3, c'est les deux boutons. Bon, puis à partir de là, ben, je pourrais faire un switch qui va décider qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, on pourrait faire un compteur qui va changer de comportement. Donc, on va incrémenter, décrémenter dépendamment des boutons. Ah, excellent. Donc, c'est quand même assez commun. Puis, on va pouvoir visualiser facilement est-ce que ça fonctionne. Donc, on va se faire un compteur qui commence à 0. Puis, on va se faire un switch par rapport au bouton qu'on vient de lire, dans lequel on va prendre une décision par rapport à notre compteur. Donc, dans le cas 1, donc le bouton 1 est appuyé, CNT, on va l'incrémenter. Dans le cas qu'on appuie sur le bouton 2, seulement, on va décrémenter. Puis, dans le cas où on a 3, très précisément, on va remettre compteur à 0. Un genre de reset. À la sortie de ça, dans tous les cas, on va envoyer la nouvelle valeur. Donc, ici, on récupère notre idée d'aller écrire un octet à l'adresse 70. On va garder le 0xF pour regarder nos pull-ups. Puis pour le compteur, bon, nous, c'est la logique inversée pour le compteur. Donc, on va faire un complément 1 parce qu'on contrôle nos LED par active bas. On va inverser compteur qu'on va décaler de 4, auquel on va faire un OU pour avoir nos bits les plus bas à 1. Là, on voit ça. Oh, j'avais me suis trompé dans mes cases. Ici 3, d'accord. Maintenant, on envoie ça. Donc, si je retourne sur le montage, bon, j'appuie sur les boutons. Ça, nécessairement, ils réagissent quand même assez vite. On peut voir que je peux provoquer le compte sur les LED. Je peux diminuer aussi. Puis si j'appuie sur les deux, ça remet à 0. C'est quand même cool. Là, je suis descendu par l'autre bord. Excellent. Donc, ici, là, on voit, c'était pas mal ça la démonstration aujourd'hui. On est capable de faire des lectures de boutons, on est capable de faire des écritures sur notre module d'entrée-sortie, donc avec la communication I2C. Donc, écriture, lecture, I2C, mais en direct.
Ça, c'est pour la démonstration, mais juste avant de se quitter, j'aimerais ça quand même qu'on ait regardé un peu les signaux qu'on observe. Conseil quand vous faites des lectures à la CSK pour essayer d'améliorer la lecture, premièrement, si vous avez des sondes qui supportent le D6, utilisez le D6. Ensuite, ben, essayez de faire la mesure, en fait, de prendre la prise de ground le plus proche possible que vous pouvez de la mesure que vous faites. Donc, par exemple, si je prends ma pince et je la mets loin, ici, des fois, ça peut être commode juste pour le montage et l'accessibilité, mais ça va augmenter de beaucoup l'inductance de votre mesure. Donc, ça va faire les espèces d'effets avec les spikes dessus. Je vous recommande tout le temps là, de prendre votre ground le plus proche possible de vos mesures. Donc, ici, mes clips, là, je les ai mis quand même assez rapprochés. Ici, je pourrais peut-être faire mieux, mais je n'ai pas vraiment d'espace ici pour aller chercher le ground comme tel. Puis aller le chercher au bas, ça serait un très mauvais choix. Donc, physiquement, il a l'air proche, mais en réalité, il doit traverser tout ça ici. Bon, ici, je vous ai mis le oscilloscope. Donc, j'ai les deux signaux, SCL puis SDA qui sont ici. Bon, pour le moment, je n'ai pas mis le décodeur. On va voir, on peut activer le décodage automatique, naturellement. Bon, par rapport à la vue des signaux, une chose qu'on pourrait améliorer, bon, et c'est le fun là, parce que vu qu'on a espacé beaucoup les lectures, nous, on est comme à toutes les 100 millisecondes. Donc, ça fait en sorte que c'est quand même assez facile pour l'oscilloscope de détecter le début d'une trame. Mais là, on voit en ce moment, bon, la détection se fait sur mon canal 1, qui est mon horloge, qui fait du sens. Sur la descente, en fait, de mon canal 1. On aurait pu aussi le mettre sur le début du canal 2, étant donné que le start, on le sait, c'est une modification de passage, en fait, de haut à bas sur SDA, alors que notre clock, lui, n'a pas bougé. Donc, on pourrait aussi inverser la détection dans ce cas particulier. Une chose que je vois, ben, c'est qu'on sera probablement capable d'observer la trame là, au complet plus longue. Donc, je vais changer l'échelle de temps. Essayez tout le temps d'utiliser des présentations, des signaux qui vous facilitent l'interprétation. Donc là, ici, c'est pas mal le maximum. On voit qu'on ne pourra pas arriver à deux. Donc, on voit différents échanges ici qui sont présentés. Si on revient à notre code, juste pour se rappeler exactement qu'est-ce qui nous arrive, on a d'abord une lecture qui est faite et ensuite une écriture. Donc, on a deux séquences, une à la suite de l'autre, qui se font, qui explique le fait qu'on observe justement deux opérations, une à la suite de l'autre. Bon, maintenant, on va activer le décodeur. Le décodeur est ici. Décodeur 1, maintenant le protocole, nous, c'est I2C. Donc là, ici, je vais m'en aller à I2C. Pour les signaux, bon, on dit que l'horloge, c'est sur effectivement le canal 1, mais les données, c'est sur le canal 2. En fait, le canal 3, dans mon cas, moi. La limite, au fond, c'est sa détection est à 3,1. Puis on peut regarder si sa limite à lui est un peu haute. Donc, on va la diminuer. J'aime ça mettre ça à mi-chemin, donc autour de 2,5 volts. Même chose pour la limite. Je vais la mettre au milieu. Hein. Là, déjà, on peut voir qu'il y a un décodage qui se fait. Il voit qu'il y a deux messages qui ont été transmis. Je vais juste revenir en arrière. Ensuite de ça, on revient dans le menu précédent. Au niveau de la configuration maintenant, ici, on peut dire est-ce que tu veux avoir l'affichage qui présente au fond l'adressage modifié, un peu comme nous, on l'utilise en ce moment. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans ce mode-là. Fait qu'on voit ici notre lecture, puis juste après, notre écriture. Ça, c'est vraiment cool aussi. Dans la deuxième page, on peut demander dans quel format nous afficher les données. Bon, nous, ce n'est pas des codes, c'est pas de la lecture ASCII, je vais avoir des données de façon numérique. Donc ici, je vais lui demander de me l'afficher en hexadécimal. Ça va être plus facile pour nous de vérifier que nos données sont toutes exactement ce qu'on veut. Donc là, je laisse rouler pour qu'on voit exactement les modifications. En ce moment, ben, on envoie toutes des 1, donc nos LED sont éteintes parce qu'ils sont maintenus à 1. On se rappelle, c'est logique inverse. Nos boutons sont actifs haut, donc on voit FF, 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 FF. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'appuie sur le premier bouton? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire single juste pour qu'il arrête. Donc, on peut voir que quand on fait la lecture au départ,
j'ai 7E ici. Bon, ça dépend où était rendu mon compteur. Ça veut dire que c'est le bit le plus bas que j'avais mis à 0. Donc ça fait du sens pour la lecture. Et pour l'écriture, ben moi, je ramène tout le temps là, mes bits à on pour garder la maintenir. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, ce qu'on voit dans l'écriture, ce n'est pas l'état de mes boutons, hein, parce que c'est vraiment l'état des pull-ups, des boutons que je mets. Et ben, le compteur, dans ce cas-ci, passait de 6 passait de 7 à 6. Donc, il descendait. Si maintenant, je relance ça, et je m'en vais dans l'autre barre. Donc maintenant, j'active l'autre bouton. Je vais faire single pour l'arrêter. Et là, ben, c'est D quand j'ai mon bouton parce que c'est mon bit 1 cette fois-ci au lieu du bit 0 qui est activé. Là, ben, c'est l'effet inverse. Donc, je suis passé de F à 0. Donc, c'est comme si j'augmentais de ce côté-là par rapport à mon compteur. Il ne faut pas oublier que c'est l'effet inverse. Donc, en réalité, mon bouton qui augmente, quand on regarde dans l'oscilloscope, on dirait qu'il diminue le compte, mais c'est à cause qu'on inverse l'état des bits, là. Mais on voit quand même que le comportement attendu est là, puis on voit l'état de nos signaux. Donc là, j'aimerais ça regarder les temps de montée. Fait que je vais déplacer, je vais ramener mon temps au milieu, puis je vais agrandir ici la zone. Là, on voit quand même nos temps de montée sont très bons. Puis ça, ben, c'est en grande partie parce qu'on a des 2K qui sont utilisés. Qu'est-ce qui arrive si on augmente les résistances? Par exemple, ici, ben, j'ai des 10K. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une 2K. J'ai laissé la 2K sur le clock, puis regardez sur le data, qu'est-ce qui arrive? C'est beaucoup plus long de reprendre les niveaux hauts parce que la résistance étant de 10K au lieu de 2K, ben, quand c'est relâché, ben, ça fait notre RC. Donc, plus notre résistance va être haute, plus le temps de montée va être allongé, ce qui peut éventuellement faire en sorte qu'on sorte des spécifications et nous jouer des tours. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer par rapport aux résistances. Donc, c'est pour ça, là, comme là, ça, c'est une 10K qu'on voit ici, puis ça, c'est une 2K. Donc, c'est pour ça, là, entre les deux, c'est vraiment excellent. La plupart du temps, quand on a quelques modules, une 4K, 5K, c'est vraiment parfait. Donc, juste pour avoir des beaux signaux, je vais remettre mon 2K. Excellent. Maintenant, on voit là, le changement instantané. Là, j'ai mis maintenant la 2K. C'est maintenant terminé. Donc, on a vu l'utilisation du I2C. Là, on a regardé les principales utilisations à l'aide d'une recherche dans DigiKey. On a vu les bases du I2C, les avantages, désavantages par rapport aux autres méthodes. Le I2C du ATmega, on a vu aussi l'extension d'entrée-sortie, le I/O Expander PCF 8574 qui fonctionne via la communication I2C. Puis on a vu qu'on pouvait, grâce à ça, avoir des entrées supplémentaires, des entrées-sorties supplémentaires sur notre microcontrôleur. Donc, c'était une belle expérimentation au fond du I2C. On a fait une démonstration. Dans une prochaine vidéo, on va faire une démonstration plus avancée dans laquelle on va utiliser les interruptions, puis une forme de machine à état. Parce que comme on voit, il y a des étapes, hein, le start, après ça, l'envoi des adresses, l'envoi des données. Et à toutes les fois, on se fait ramener dans la même interruption. Donc, il faut se rappeler dans quel état on était rendu précédemment, au fond, pour savoir vers quoi on s'en va. Est-ce qu'on est rendu à envoyer l'adresse ou les données ou à arrêter? Donc, il faut savoir exactement où était rendu notre système pour savoir ce qu'on doit faire. Alors, c'est un rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!